Non, 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 j'en parlerai pas. Non mais je te jure, c'est une super bonne idée. C'est pas parce que j'ai pas encore de sujet pour Halloween que j'irai au point de m'infliger l'espèce de slasher naze avec Winnie l'ourson. Juste pas la vision, l'efficacité de détourner la figure de l'enfance dans l'horreur et comme sujet, est-ce que c'est nul ou... Est-ce que c'est nul mais... Bon, je vais essayer. Ça pourrait être marrant au moins de voir cette merde. Non mais c'est mort, j'en parlerai pas. Bon après il y a de la matière, c'est pas parce que c'est mauvais qu'il faut l'éviter. Non mais faut que je trouve un petit sujet intéressant, mais pas trop intéressant pour pas qu'il y ait trop de trucs à dire dessus. Genre... un remake. Ah, je te jure que si tu parles du remake à chier de Speak No Evil, ça va devenir personnel, je sais où t'habites. Ok... Vous avez sûrement déjà tous vu ou aperçu un film d'horreur mettant en scène un animal tueur en vedette. Bien qu'à présent, les représentants actuels de ce sous-genre n'inspirent pas vraiment confiance, étant majoritairement des directo-vidéo bas budget, il fut une époque où les animaux tueurs dominaient le grand écran, et ça remonte à loin. Si on peut jusqu'à voir des prémices avec King Kong et son singe géant, ce sous-genre a connu plusieurs ères et l'une des premières et plus marquantes reste les années 50. Reflétant la peur de l'atomique, ici les animaux, généralement des insectes, étaient changés par la radiation et devenaient anormalement plus grands. Quand on parle de films d'animaux tueurs, c'est généralement cette période qui arrive en tête et qui est la plus parodiée, car étant la plus codifiée, mais ce n'est pas celle qui nous intéresse aujourd'hui. C'est 2 décennies plus tard, à l'aube des années 70, que ce sous-genre connaît une de ses plus grosses périodes, souvent désignée sous le terme d'éco-horreur. Mettant en scène des animaux à taille réaliste se révoltant contre les humains, ces films possèdent un sous-texte bien plus écologique que les précédents, étant cette fois-ci le reflet d'une prise de conscience environnementale. J'aime particulièrement cette période dans le cinéma horrifique. On n'a pas eu que des chefs-d'œuvre, bien au contraire, mais on a souvent fait face à de bons films divertissants, dont certains qui ont pu révéler de futurs grands réalisateurs. C'est même grâce à l'un d'eux, Steven Spielberg, que cette décennie sera particulièrement fournie, avec l'immense succès des Dents de la Mer qui donnera malgré lui une pelletée de rejetons et une relancée du genre. Cependant, malgré ce second souffle offert par le squal, il ne fallut que quelques maigres années pour que ce sous-genre écologique disparaisse rapidement. Toutefois, si on se penche sur la fin de cette décennie, on peut repérer certains films qui tentaient de faire survivre l'éco-horreur. Et on va s'intéresser à l'un des derniers représentants du genre, un film à la fois moqué et apprécié, Prophétie. Rend-il donc honneur à cette décennie d'animaux tueurs, ou enfonce-t-il un nouveau clou dans le cercueil du genre ? Suite à la découverte de cadavres dans une forêt du Maine, le docteur Robert Vert et sa femme Maggie y sont envoyés afin d'étudier l'impact d'une usine sur l'environnement. Cependant, la faune semble étrange. Un poisson gigantesque, un raton laveur devenu fou, et le maître des lieux, un grizzly mutant qui compte bien tuer tout ce qu'il croise. Autant dire que le film est à la hauteur de sa réputation particulière, mais j'ai été agréablement surpris par quelques qualités, le film n'étant pas juste centré sur son ours mutant. L'un des plus gros défauts, mais aussi une des plus grandes qualités de Prophétie, reste son premier degré constant. Pour le coup, c'est difficile de séparer l'œuvre de la période de l'éco-horreur, vu à quel point elle appuie son message. Et c'est bien ça le positif apporté par ce ton constamment sérieux. Le métrage assume son propos. Que ce soit pour sa morale écologique ou les conflits entre les différents groupes de personnages, ils sont présentés frontalement dans de très longs dialogues explicatifs. En ce qui concerne l'écologie, c'est plus de la première moitié du film qui est entièrement consacrée à l'introduction et à la recherche des origines du problème. Cette exposition est peut-être un peu trop lente, mais le mystère reste intriguant. C'est même presque surprenant que sa résolution paraisse autant réaliste. La catastrophe n'est pas justifiée avec l'habituel nucléaire, mais va jusqu'à s'inspirer de vrais faits divers au point même de les citer. Les protagonistes, bien que peu développés, restent agréables à suivre. Le duo principal fonctionne correctement et arrive plus ou moins à nous agripper à la recherche de réponses. Mais c'est surtout John Hawkes qui reste le plus en mémoire. Témoin malgré lui de la mort lente de son peuple, il ne peut se résoudre qu'à se révolter face à un monde qui ne veut pas l'écouter, il le prend pour cible. C'est d'ailleurs les séquences mettant en scène les tribus amérindiennes qui restent les plus notables et intéressantes du film. Le message du long métrage se veut ancré dans la réalité, des gens puisant dans de vraies catastrophes, mais surtout par l'opposition entre les différents groupes de personnages. Quand des cadavres sont retrouvés, l'autorité ne considère jamais l'usine comme potentiel responsable, mais toujours les tribus amérindiennes vivant sur les lieux, même si les preuves sont minces. Le film traite à la fois d'un problème écologique et l'inaction de l'autorité, classique pour l'époque, mais relie tout cet aveuglement au racisme. On fait un parallèle entre les ghettos où le docteur avait l'habitude de travailler et la situation de ce peuple, tous deux étant des cas de minorités abandonnées et délaissées. L'idée est bonne, mais ça aurait été mieux de plus l'approfondir, et de pousser cette volonté de respect en ne prenant que de vrais amérindiens. Tout comme ça aurait été intéressant de développer le lien entre le monstre et le folklore indien. Durant toute cette première moitié de film, l'ours mutant a beau être évoqué comme une légende ou suggéré par quelques plans, il n'apparaît presque pas. Alors, sur le principe, je ne considère pas cette absence comme un
un défaut. L'œuvre se concentre d'abord à distiller des indices sur une possible catastrophe, puis en trouver son origine pour que dans le troisième acte, les personnages doivent faire face aux conséquences en la personne du monstre. Malheureusement, je trouve que la construction du mystère n'est pas toujours réussie. Dans cette première partie, on est plus dans une volonté d'énumérer des faits plutôt que de procurer de l'horreur, et les tentatives de tension ne marchent pas très bien avant la découverte de l'origine de la catastrophe. Il y a des moments où la présence d'un monstre dans la forêt est suggérée pour le spectateur, mais ce n'est pas efficace. Je ne pense pas que ce soit un souci lié au scénario, mais plutôt à la réalisation. On n'a jamais l'impression qu'une ombre plane sur les personnages. Par exemple, prenons une séquence se déroulant dans ce premier acte. Sur papier, c'est une scène simple qui sert à rappeler la présence de la menace. Le couple passe leur première nuit dans la forêt. John Hawkes les observe de loin, quand tout d'un coup, les animaux prennent la fuite car quelque chose de dangereux semble passer près d'ici. À l'écran, même avec une base acceptable, le résultat marche moins. Tout d'abord, il n'y a aucune variation sonore avant et après le passage du monstre. Je ne critique pas l'absence d'une musique, mais l'utilisation de la même ambiance calme tout au long de la séquence qui diminue la sensation de menace. Du côté de l'image, l'absence du contre-champ sur le seul personnage extérieur paraît étrangement manquée. Et surtout, ça se termine par un fondu enchaîné revenant en couple, laissant suggérer que le temps est passé, que la menace est partie, et ça déconnecte les scènes, en plus d'amoindrir la tension. La réalisation n'est pas toujours de ce niveau, et plus ou moins aléatoire, mais ça peut être explicable. Mais on en reparlera dans quelques minutes. Si on peut voir que dans cette première partie, le drame écologique est réussi en plus d'être assumé, tout ce qui semble se rapprocher à de l'horreur ne donne pas l'impression de s'intégrer au tout. Malheureusement, le reste du film confirmera ce doute. L'autre moitié du long métrage prend forme d'une traque. Les personnages réunis en petits groupes essaieront de quitter la forêt alors qu'ils sont poursuivis par l'ours mutant. Et comment dire, chaque vraie apparition du monstre est risible. Quand je disais que le premier degré constant du film était à la fois sa plus grande qualité et son plus grand défaut, c'était clairement à cause de sa deuxième partie, en perpétuel équilibre avec la limite du nanar. Non mais sérieux, regardez ce costume, y a rien qui va. Il a l'air de jamais réussir à aligner deux pas et reste constamment debout, ça en devient comique quand il essaye de nager. Je me sens obligé de vous montrer la scène où pour la première fois on voit son design. L'ours s'attaque à des campeurs qu'on a vus plus tôt, il tue un enfant, ce qui est rare à voir, et ce dernier est propulsé contre un rocher et explose. C'est pas du sang, on ne revient plus jamais sur ce gosse, il s'est juste transformé en plume. C'est hilarant. Toutes les apparitions du monstre atteignent ce niveau de ridicule et ça fait presque tâche de voir ça dans un film au ton si sérieux. On est tellement concentré sur le drame écologique dans la première partie, avec l'ours n'étant jamais efficacement suggéré, que ça surprend de voir ça, et si soudainement. Parce que la créature semble être traitée comme une sorte d'esprit défensif de la forêt, car rien ne prépare dans la mise en scène chaque entrée du grizzly. Comme s'il apparaissait tout d'un coup sans build-up ou tension sur son entrée. Prophétie est réalisé par John Frankenheimer, réalisateur prolifique, notamment connu pour des thrillers et son travail à la télévision. Si les présentations arrivent aussi tard, c'est pour une raison bien particulière. La préparation du long métrage a coïncidé avec la plus forte crise d'alcoolisme du réalisateur, ce qui peut expliquer pléthore d'idées de mise en scène étranges et grotesques. Cependant, on reconnaît tout de même le talent du réalisateur derrière la caméra, et ça se voit surtout quand le grizzly n'est pas montré. Dans ce long métrage, l'horreur reste la plus efficace quand elle est hors champ. Que ce soit pour sa scène d'introduction suivant une mission de secours qui tourne mal, ou dans le dernier acte quand un groupe de personnages se réfugie sous terre tandis qu'un massacre prend place au-dessus d'eux. Le travail du silence et de la suggestion sonore est efficace et on est pris au piège avec les personnages, le tout accompagné d'une pertinente utilisation de double focale. C'est vraiment dommage que toutes les apparitions de la créature soient si ratées. On a beau avoir Kevin Peter Hall dans le costume, déjà connu pour avoir interprété le Predator, un mauvais design n'arrange rien. Ce qui est dommage, c'est qu'avec un autre et de meilleures idées sonores, que la menace aurait clairement pu être mieux, mais à l'écran ça se résume en un mélange d'ours et de cochon. Au final, paradoxalement, l'horreur semble de trop. Prophétie est un film bâtard au ton et propos paraissant trop sérieux pour sa créature. Si le métrage commence correctement et aborde des thèmes intéressants, on est toujours surpris de voir des scènes d'épouvante et faire le constat que, oui, on est bel et bien encore devant un film d'horreur. En fonction du visionnage, ça peut être un bon drame écologique gâché par sa deuxième moitié ou un nanar très lent à démarrer. Toutefois, j'ai une certaine affection pour cette œuvre. Les effets pratiques et le design rendent beaucoup de scènes ridicules, mais ridiculement drôles, avec une dernière partie terriblement divertissante. J'irai jamais jusqu'à dire que c'est un bon film, ses principales idées restent malheureusement en surface et sans être particulièrement efficaces. Sans être un échec commercial, Prophétie a été très largement éclipsé par un autre film d'horreur sortant en même temps, un certain Alien. Vestige d'un dernier souffle d'un genre en fin de vie, cette décennie d'éco-horreur se fit remplacer par une nouvelle mode qui monopolisa le cinéma horrifique des années 80, les slashers. Cependant, le sous-genre d'animotueur en général n'a pas complètement disparu et a continué d'évoluer. Il reprendra le devant de la scène dans les années 90 avec des blockbusters destinés plus à du divertissement popcorn plutôt qu'à de l'horreur. Aujourd'hui, c'est surtout dans les DTV à la sauce Asylum qu'il excelle, type L'Aventula ou Sharknado.
ados. Les effets spéciaux étant plus accessibles, c'est normal que des costards cravates véreux veulent en faire du profit. Mais il ne faut pas oublier que même si c'est ici qu'ils sont plus nombreux, tous ces films ne représentent que les bas-fonds des productions. Dernièrement, on pourrait même considérer que le genre refait surface, de Meg, Cocaine Bear, Crawl ou le très bon Vermine. Prophétie n'était que la fin d'une décennie, ne représentant ni son meilleur, ni le pire. Si le propos écologique était abordé aussi frontalement, c'était sûrement comme un dernier avertissement, voyons l'éco-horreur lentement disparaître. Cependant, même si cette vague de films est bel et bien terminée, l'héritage de cette décennie se fait toujours ressentir.